Donc bienvenue pour ce, deuxième webinaire de l'année consacré, au réseau Les Générateurs. Ce deuxième webinaire est consacré à, la concertation autour des projets d'énergie renouvelable. Hem et donc, juste pour rappel, on enregistre ce webinaire, qui sera mis donc en replay sur la chaîne de Brézalec. On enverra à tous les participants et à toutes les personnes qui se sont inscrites, le support, qui sera un peu étoffé par rapport à ce qu'on va vous présenter. Et hésitez pas à poser vos questions, par écrit, avec la conversation ou on pourra aussi, ouvrir les micros pour des interactions avec les intervenants de ce matin, que je vais laisser se présenter. Mais globalement, on va, faire un petit rappel et je vais aller très vite pour, rattraper le temps sur le dispositif générateur en Bretagne. Et ensuite, on laissera la parole à, Lucile, Fauvio de Brézalec, qui va nous, donner quelques éléments de définition et de cadrage, sur la concertation, avant de laisser la parole à Marie Guichawa de Énergie Ouverte, pour des retours d'expérience. Donc je les laisserai se dire un mot sur elle, juste après. Donc quelques rappels, sur les générateurs en Bretagne. Donc c'est un dispositif qui a été, mis en place en 2022, pour 3 ans, qui a été lancé par l'ADEME et qui a pour objectif d'apporter un conseil neutre, objectif et gratuit aux collectivités, sur les filières de l'éolien et du photovoltaïque, en toiture et au sol. Les générateurs, interviennent dans la phase d'émergence des projets, pour justement, donner toutes les clés aux élus, pour, prendre les bonnes décisions, en connaissance de cause. Et donc voilà, réseau à l'échelle de la région Bretagne, mais aussi à l'échelle nationale, qui capitalise un certain nombre de ressources, et de retours d'expérience pour accompagner les collectivités. Et donc en Bretagne, on est, 8 structures partenaires, donc Brézalec au niveau régional pour l'animation, la coordination, les SDE et Brest Métropole pour la partie opérationnelle, et le déploiement des conseillers, au niveau, départemental. Et enfin des partenaires associés, Atlansun pour la filière, solaire, France Renouvelable, pour les gros projets, éoliens, et photovoltaïques aussi, et le réseau Taranis, pour la dimension citoyenne des projets. Et donc voilà, tous ces partenaires travaillent ensemble pour essayer de faire émerger des projets sur les territoires avec les collectivités. Voilà la carte, des conseillers et des portes d'entrée dans chaque, territoire. Et je vais pas en dire plus. S'il y a des questions, on pourra revenir là-dessus. Mais je vais laisser la parole à Lucile, pour, 10 minutes d'introduction à ce qu'on appelle la concertation, de définition, de méthode et de cadrage. Donc Lucile, c'est à toi. Bonjour à tout le monde. Du coup, Lucile Fauvio, donc je suis chargée de mission climat à Brézalec. Donc, je suis collègue de Julien et j'interviens ce matin parce qu'auparavant, j'étais consultante dans des entreprises privées en concertation grand public. Et donc, je vais essayer de faire un cadrage sur ce qu'est la concertation. Donc, moi, j'étais pas spécialiste des projets ENR. C'est pour ça qu'après, on a des retours d'expérience. Je travaillais plutôt sur les projets de territoire et l'urbanisme, mais il y a quand même de grandes similarités entre les deux sujets. Julien, tu peux passer à la slide suivante. Et encore la suivante. On va d'abord commencer par essayer de définir ce que c'est la concertation, parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué et complexe de trouver une définition unique de ce que c'est. C'est utilisé donc dans l'action publique pour qualifier des opérations de dialogue qui vont être très diverses. Et donc, j'ai essayé de trouver une définition assez complexe, mais qui permet de recouper plusieurs éléments qu'on va approfondir juste après. Dans le dictionnaire de la participation qui a été mis en ligne par le GIP Participation et Démocratie, où vous pouvez retrouver de nombreux articles et aussi de choses pour approfondir ensuite. Donc, c'est un processus de construction collective, de vision, d'objectifs, de projets communs
en vue d'agir ou de décider ensemble, qui repose sur un dialogue coopératif entre plusieurs parties prenantes et vise à construire de nouvelles coordinations autour d'un ou plusieurs projets problématiques. Et donc, juste là, avant de passer à la slide suivante, ce qu'on voit bien, c'est que la concertation, ça ne signifie pas l'absence de conflit, mais plutôt une tentative de les gérer de manière collective et construite. On peut passer à la suite. Je vous ai mis rapidement une échelle qui vous permet de un peu mieux comprendre ce qu'est la concertation et de ce qu'elle n'est pas, qui est librement inspirée donc de l'échelle d'Einstein que vous pourrez retrouver sur internet, qui est un peu plus complexe. Et on voit bien que la concertation, elle se distingue d'autres processus, d'autres formats de relations avec les parties prenantes d'un projet. Et si on prend juste un exemple, par exemple, la concertation, elle va se distinguer de la consultation, qui est juste en bas dans l'échelle, parce qu'elle va plus loin que juste se limiter à demander un avis consultatif. La concertation, elle cherche vraiment à inclure les parties prenantes dans la construction de propositions et d'avoir un impact sur la décision. On peut passer à la suite. Avant de vraiment rentrer dans la définition, quelques informations sur la plus-value que peut apporter la concertation à un projet et donc pourquoi on cherche à la mettre en place. La concertation, elle va vous permettre d'échanger sur un projet qui va toucher une plus large partie de la population locale et donc de les inclure dans, on va dire, des décisions qui pourraient les impliquer dans leur quotidien. Ça va aussi vous permettre de valider l'opportunité d'un projet et de le faire évoluer le cas échéant, parce que l'objectif, c'est pas juste de présenter un projet déjà défini avec la concertation, mais bien de se dire, je vais voir d'autres parties prenantes pour essayer de faire évoluer mon projet. Et donc, il faut être ouvert à cette évolution. Ça permet du coup d'améliorer son projet grâce à de l'expertise qu'on appelle d'usage. On reviendra dessus, je pense, dans les exemples, mais c'est de se dire que en allant voir le grand public et des parties prenantes, on va chercher à avoir un projet qui va mieux s'insérer dans un contexte qui est déjà existant en prenant en compte les besoins, les attentes et, on va dire, le vécu des habitants et des personnes qui vivent sur son territoire. Et donc, c'est aussi pour ça, dernier point, que la concertation, elle va permettre dans une certaine mesure, d'éviter les conflits d'opposition et les blocages quand elle est bien mise en place et qu'elle est bien déroulée. Ça ne veut pas dire qu'il y aura jamais de conflit, mais c'est une manière, on va dire, c'est pas une solution miracle, la concertation, mais ça va vous permettre, si vous mettez en place un bon processus, d'essayer de limiter ces conflits, en tout cas de les dépasser pour aller vers une solution collective. Et donc, quelques petits points d'éléments clés à retenir sur ce qu'est la concertation en tant que définition. La concertation, donc ce que je disais, elle va avoir un impact sur la décision. L'idée, c'est pas juste de mettre en place, par exemple, une réunion publique et après de jamais revenir vers la population. L'idée, c'est de pouvoir montrer comment vous avez pris en compte les éléments qui sont sortis de la concertation sur votre projet et donc d'avoir un retour vers le public ou en tout cas les parties prenantes que vous avez associées. Dernier point, du coup, ça me permet de faire la transition avec le dernier, que votre processus, il doit être transparent. Une concertation, si on veut qu'elle fonctionne, elle est transparente, que ce soit sur le processus qui va être mis en place, sur son fonctionnement, mais aussi sur les invariants existants. Qui dit concertation ne dit pas ouverture de tous les sujets à la concertation. Il peut très bien y avoir des choses qui sont déjà décidées. Par contre, c'est important de les cadrer dès le départ pour être sûr après derrière de ne pas vous faire attaquer sur le fait que vous avez ouvert alors qu'en fait il y avait déjà des choses de décidées. Le mieux c'est d'être transparent dès le début. Et c'est pour ça que par exemple le recours à un tiers facilitateur, qui est une autre structure que la vôtre, peut aider à garantir ce point et avoir cet objectif de transparence. La concertation, elle vise la participation du plus grand nombre de parties prenantes et pas juste d'une minorité. On reviendra dessus après. C'est aussi un processus qui est itératif et adaptable. C'est pour ça qu'on ne parle pas de procédure, mais plutôt de processus. Il faut se laisser quand même des marges de manœuvre pour le faire évoluer dans le temps et s'adapter en fait à son contexte local. Il n'y aura jamais une concertation qui sera la même d'un territoire ou un autre. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, la concertation, c'est un processus qui est ouvert et qui ne vise pas l'acceptabilité à tout prix d'un projet. Quelques petits éléments pour différencier la concertation de ce qu'on utilise souvent pour des projets, la mobilisation. La concertation et la mobilisation, elles sont complémentaires. Julien, si tu peux avoir la slide suivante, s'il te plaît. Elles sont complémentaires, elles participent à, on va dire, une même osmose, mais elles ne sont pas pareilles. La mobilisation, dans un processus de concertation, on va vraiment l'entendre comme une manière d'amener le plus de personnes à venir exprimer son point de vue. Donc, c'est comment on ramène les gens vers le processus de concertation. Il ne faut pas le confondre avec la mobilisation pour convaincre du bien fondé d'un projet. Quand on parle de mobilisation dans un processus de concertation, c'est vraiment pour faire en sorte que les gens viennent
s'exprimer et non pas soit convaincu du projet. C'est vraiment deux notions différentes. Si on passe sur un point de vue plus réglementaire, je veux bien les slides, la deuxième slide après, on peut passer. On va dire d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de... La mise en place d'une concertation grand public poussée, elle n'est pas obligatoire pour le développement d'un projet ENR. Ce qui est obligatoire, c'est la mise en place d'une enquête publique. On pourra y revenir à la fin si vous avez des questions. Cette enquête publique, elle intervient souvent très tardivement dans le projet et elle est souvent jugée insuffisante par de nombreuses parties prenantes d'un projet. Et donc, on peut déployer d'autres outils qui existent. Par exemple, il y a la concertation préalable qui existe, qui est non obligatoire, mais qui est réglementée par le Code de l'environnement. Je pourrais donner plus d'informations si ça vous intéresse, qui est très cadré, qui peut durer de 15 à 3 mois, 15 jours à 3 mois, et qui va vous permettre d'avoir une concertation qui va être préalable à l'enquête publique sur votre projet. Et enfin, vous pouvez aussi solliciter la CNDP, donc à la Commission nationale du débat public. C'est non obligatoire pour les projets qui sont inférieurs à 300 millions d'euros, mais ça vous permet de demander un garant de la concertation qui va pouvoir vous accompagner et vous suivre dans la mise en place de votre démarche de concertation et donc un peu jouer ce rôle de tiers facilitateur dont je parlais tout à l'heure. On pourra revenir dessus si vous avez des questions plus précises. Et pour terminer, quelques éléments sur comment on met en place concrètement un processus de concertation sur son territoire. C'est pour un peu approfondir certains points dont j'ai parlé. Et encore une fois, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus après. Sur la temporalité, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la concertation, c'est un processus. Et du coup, plus ce processus de concertation il va être initié tôt dans votre projet, plus les marges de manœuvre elles vont être existantes dans la décision. Et donc, vous allez limiter les risques de conflit a posteriori. Vous allez limiter les personnes qui vont dire « vous nous concertez alors que tout est déjà décidé ». C'est un gage de transparence qui est envoyé aux parties prenantes de votre projet et qui va être nécessaire pour créer une relation de confiance. Dessous, je vous ai mis on va dire une courbe du temps d'un projet ENR avec des idées en fait de ce qui peut être fait en termes de concertation à chaque étape du projet. Là, j'ai pas le temps de m'approfondir, mais si vous avez des questions, on pourra revenir et vous aurez les slides. Sur les parties prenantes qui peuvent être engagées, quelles cibles on va essayer de toucher avec une concertation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une concertation réussie, c'est pour permettre d'avoir autour de la table une pluralité d'acteurs qui vont être là et non pas uniquement des personnes qui vont se mobiliser. Et donc, quand on met en place une stratégie de concertation, parce on réfléchit toujours à une stratégie au début, on n'y va pas comme ça, il faut avoir un minimum cadré, on essaye d'aller vers des publics diversifiés, que ce soit des élus, des habitants, la société civile organisée, des associations, des entreprises, et d'autres personnes, les agriculteurs, les propriétaires fonciers. Et une bonne démarche de concertation, elle va du coup permettre aux personnes qui se mobilisent de prendre la parole, mais elle va aussi chercher à mobiliser du coup d'autres publics, soit en allant vers eux en utilisant d'autres formats que des formats comme la réunion publique ou des ateliers, ou en ayant de la communication ou en utilisant d'autres canaux. Je veux bien la suite, s'il te plaît. Et donc, ça me permet de conclure avec les outils que la concertation, ça ne se limite pas aux réunions publiques descendantes, qu'il y a d'autres formats qui existent, et qu'il faut avoir en tête que la concertation, ce ne sont pas que des outils. Un outil ne va pas résoudre un contexte défavorable et complexe. Il faut avoir réfléchi ces outils-là en fonction d'un diagnostic de son territoire, d'une compréhension des acteurs qui sont utiles, qui sont présents sur son territoire. Et donc, on va choisir un outil en fonction de son objectif, du public visé et aussi de vos contraintes matérielles et temporelles. Dessous, par exemple, là, je vous ai mis 3 exemples d'autres outils qui peuvent exister que des réunions publiques descendantes. Alors là, c'était dans des cas liés à des projets urbains. Mais donc, vous avez le cas typique d'atelier participatif sur votre droite. Au milieu, vous avez plutôt ce qui va être en extérieur et là permettre à des gens qui ne seraient pas venus forcément dans vos réunions de participer et de prendre la parole. Et enfin, après, vous avez des exemples de restitution à gauche, là, de restitution, par exemple, d'un diagnostic, comment on peut rendre transparent en affichant l'espace public. Là, par exemple, c'était devant une école. Et enfin, vous retrouverez avec le QR code, il y a la CNDP qui a mis en place un guide qui est très complet,
avec comment on met en place une bonne stratégie de concertation et quels outils on peut déployer. Donc, il est assez conséquent, mais assez complet. Et donc, vous pouvez retrouver de nombreuses informations pour vous inspirer et puis avoir des idées de ce que vous pouvez déployer sur votre territoire. Voilà. Merci beaucoup, Lucille, et bravo pour le timing. Euh, Mission accomplie. Euh, on peut prendre quelques questions s'il y en a. N'hésitez pas à lever la main et je peux ouvrir les micros ou alors à poser vos questions dans les onglets de conversation ou questions-réponses. Et Arnaud, tac, tu as la parole normalement. Oui, bonjour. Et merci de prendre ma question. Je m'interrogeais sur le passage là où Lucille, tu dis que donc, la concertation est un processus ouvert qui doit permettre d'interroger différents enjeux du projet. Alors, pas tous, mais certains. Et en même temps, tu disais la concertation doit aussi interroger l'opportunité d'un projet. En tout cas, c'est un espace pour l'interroger et puis il faut concerter le plus tôt possible aussi pour gagner la confiance et la légitimité. En gros, moi, je suis d'accord avec tout ça, mais on se rend compte dans le contexte des énergies renouvelables que la question d'ouvrir la question de l'opportunité d'un projet, c'est pas la même que d'ouvrir la question de sa bonne intégration, sa bonne réception sur le territoire, dans son environnement, etc. Et autant sur ce point-là, je sens qu'on a tous beaucoup de marge de progrès à faire, les porteurs de projets, et on peut vraiment s'améliorer. Autant ouvrir la boîte de Pandore de l'opportunité du projet, il me semble que c'est difficile pour un porteur de projet de faire ça. Et voilà. Et donc aujourd'hui, il y a les zones d'accélération qui sont censées finalement avoir clos ce débat de l'opportunité ou pas du projet sur une zone. Mais j'en suis pas certain. Voilà. Alors je voulais te demander de réagir un peu à cette question de la concertation, de l'opportunité du projet. Merci. Alors, Marie, si tu veux aussi prendre la parole en amont, parce que c'est ce que j'expliquais au début, moi, j'ai pas vraiment travaillé sur les énergies dans mon expérience passée. Mais du coup, ça permet de faire un peu quand même le comparatif avec l'urbanisme, où dans mon sens, ça fonctionne. C'est pas du tout la même chose, mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, que plus tôt et plus largement on ouvre la concertation sur des sujets, plus on fait en sorte de limiter le risque de conflit derrière. Et je comprends bien que du coup, ouvrir sur l'opportunité d'un projet en tant que tel, ça peut ouvrir la boîte de Pandore, et en même temps de pas le faire va l'ouvrir aussi, parce que dans tous les cas, le conflit sera quand même mis en place. Donc, se dire, on y réfléchit, on essaye de réfléchir à une bonne stratégie et à comment on pourrait quand même concerter sur ce sujet, ça permet, à mon sens, d'éviter quand même d'avoir du conflit derrière qui pourra quand même naître, même si on fait rien et qu'on ne travaille pas sur l'opportunité du projet en amont. Mais Marie, je te laisse compléter, tu as plus d'expérience que moi sur le concret. Je suis assez d'accord avec toi, Arnaud, et bonjour d'abord à tous. En fait, c'est un point qui est complexe parce que, et notamment quand on regarde juste à l'échelle d'un projet. Mais je trouve que tu l'as aussi bien expliqué, Lucille, la concertation, elle n'est pas là pour éviter tous les conflits. On a aussi un cadre de concertation à poser et à mon sens, c'est aussi dans les choses à poser, c'est qui prend la décision au final. Et en fait, de discuter de cette opportunité-là au démarrage d'un projet, c'est aussi, ça permet de prendre la température et d'identifier les enjeux qui vont être importants pour le projet à suivre et d'identifier les points sur lesquels il va falloir travailler ou qui sont les plus inquiétants ou les plus problématiques. Ça ne veut pas dire que ça dénoue tous les problèmes en amont, mais voilà, ça permet d'identifier un peu les craintes ou les sujets qui peuvent cristalliser. Et l'opportunité, elle peut se discuter effectivement à une échelle plus large.
Et je pense que ça va faire écho peut-être avec un des retours d'expérience dont on va parler après, mais par exemple, à l'échelle d'une collectivité, discuter de l'opportunité de différentes énergies à différents endroits, ça peut avoir du sens. Et même s'il y a des projets ensuite qui sont en dehors de ce cadre de concertation, l'opportunité globale et les moyens de développer et un peu la façon aussi de développer les projets est questionnée de façon plus globale. Et après, c'est au projet en particulier de s'insérer dans ce cadre plus grand, quoi, à mon sens. Mais effectivement, à l'échelle d'un projet, discuter de l'opportunité, ça revient aussi à poser la question de qui décide à la fin et comment est-ce qu'on... Ouais. Je te propose, Merci. Marie, si tu veux, de poursuivre. Comme ça, on pourra aussi continuer à prendre d'autres questions, Ouais. d'autres réactions avec tes retours d'expérience. Et on a bien vu la question de Juliette là dans l'onglet Q et R. Donc, on va essayer de répondre à l'écrit aussi. Donc voilà, je te laisse la main, Marie. Ok. Du coup, juste pour resituer d'où je parle, donc je suis responsable de projet d'énergie renouvelable citoyen chez EO, Énergie ouverte. Et du coup, j'ai une formation en concertation. J'ai, comme Lucille, travaillé en cabinet de conseil en concertation, principalement sur les sujets d'énergie. Et puis, je suis aussi garante de la concertation auprès de la Commission nationale du débat public dont parlait Lucille. Et donc, EO, on est un bureau d'études qui accompagne des projets d'énergie renouvelable qui associent collectivités, habitants et autres partenaires. On est 5 salariés. On est constitué en SCOP, ce qui permet de garantir notre indépendance parce que, notamment dans le domaine de l'énergie, on connaît bien les rachats, fusions, etc. Et le fait d'être en SCOP, on ne peut être racheté que par une SCOP. Et puis, ça témoignait aussi de notre volonté de nous appliquer à nous-mêmes les valeurs qu'on distille dans les projets qu'on accompagne et notamment les valeurs coopératives. Et puis, du coup, on est une équipe polyvalente avec des spécialités. Enfin, chacun d'entre nous a des spécialités et c'est ce qui nous permet en fait d'accompagner les projets sur toute leur vie, de l'émergence jusqu'à la construction et puis aussi et l'exploitation, mais aussi les collectivités dans leur planification énergétique, de la formation, de la négo, etc. Du coup, je vais présenter 2 retours d'expérience. Un retour d'expérience autour du projet éolien citoyen de Plessé. Donc, Plessé, c'est une commune de Loire-Atlantique. Et le retour d'expérience que je présente là, il porte sur une des modalités de concertation qui a été mise en place dans le cadre de ce projet-là. Et finalement, ça rentre aussi en résonance avec ce qui a été dit précédemment par Lucille, parce que, en fait, cette modalité-là, elle a été mise en place, elle n'était pas initialement envisagée par le projet, mais finalement, la démarche de concertation s'est adaptée au contexte qui a évolué au fur et à mesure du projet. Et voilà, du coup, ça permet aussi d'illustrer que ça évolue, qu'on fait évoluer les choses et que c'est un processus, en fait, la concertation, et qui s'adapte au contexte au fur et à mesure. Donc en 2015, on a des citoyens qui créent une association pour réfléchir à un projet citoyen, un projet éolien citoyen sur la commune, et ils sont rejoints par d'autres partenaires par la suite, dont la commune de Plessé, qui apporte son soutien à un partage citoyen du projet. Et en 2020-2021, on a pas mal d'oppositions sur le projet et du coup, la mairie est un peu prise à partie et on lui demande de se repositionner vis-à-vis du projet. Ce qu'elle va faire, tu peux passer à la slide suivante. Et en fait, la commune, du coup, elle est un peu entre deux parce qu'elle est membre elle est
actionnaire du projet, elle est partie prenante du projet et en même temps, elle est aussi face à sa population, aux riverains qui se posent des questions sur ce projet. Et donc, elle va faire une démarche d'auditionner finalement les différentes parties avant de redélibérer sur son soutien au projet. Et suite à ces auditions-là, le conseil municipal réitère son soutien au projet. Tous les conseillers municipaux qui pouvaient être membres par ailleurs du projet n'ont pas participé à la délibération pour éviter tout conflit d'intérêts. Et donc, le conseil municipal, il n'y a pas eu de vote contre le soutien au projet. Par contre, ce soutien, il est assorti de conditions de mise en œuvre, notamment à l'endroit des riverains et des exploitants agricoles à proximité de la zone. Et ces engagements-là, en fait, ces conditions-là, elles sont consignées au sein d'une charte qui est signée du coup entre la mairie et la société qui porte le projet éolien. Et cette charte, en fait, elle établit les mesures de suivi vis-à-vis de ces conditions. Parmi les mesures et les choses qui sont inscrites dans la charte et qui du coup touchent plus au domaine de la concertation, on a des rencontres trimestrielles qui sont programmées entre la municipalité et la société de projet. Et surtout, on a la création d'un comité de suivi qui prévoit en fait des réunions organisées trimestriellement. Et ce comité de suivi-là, il a pour rôle en fait de suivre l'avancement du projet et aussi de vérifier et surtout de suivre l'état d'avancement sur les différents points que comporte la charte, les différents engagements que comporte la charte. La composition, elle est mixte. Du coup, le comité, il est constitué de représentants de la municipalité, de 3 éleveurs riverains, de 6 habitants de Plessis, dont 3 riverains du projet, et de 3 membres de Plesséol, donc de la société porteuse. Et ces 3 membres, ce sont les membres des citoyens habitants de Plessis également. On peut passer à la suite. Les résultats, comme c'est vraiment en résonance de ce que tu disais, Lucie, tout à l'heure, l'objectif, il n'était pas entre guillemets, de faire taire l'opposition, ou en tout cas de faire qu'il n'y ait plus d'opposition, mais il était vraiment de recréer un espace de dialogue qui soit sain, serein, de permettre de mettre tout le monde autour de la table et que tout le monde réussisse à s'écouter. Ça, c'est réussi. Les avis n'ont pas changé sur le projet. En fait, ils sont toujours tranchés et les personnes opposées sont toujours opposées au projet. Les personnes qui portent le projet sont toujours favorables au projet. Donc, voilà, la concertation, elle n'est pas là pour faire forcément changer les gens d'avis. Mais en fait, ce que disent tous les membres de ce comité, c'est qu'ils arrivent à se parler et c'est déjà une grande avancée. Ils boivent même un coup à la fin de chaque rencontre et c'était pas gagné d'avance. En tout cas, ça a permis de dégonfler cette opposition-là et de créer un espace où chacun se sent légitime aussi pour discuter. Et les autres partenaires du projet ont aussi pu venir présenter leur point de vue, etc. Et c'est venu enrichir aussi les discussions. Finalement, on se rend compte qu'au départ, le comité, il avait été créé pour discuter de différents points de la charte qui étaient listés inscrits dans la charte. Et finalement, les discussions, elles sont beaucoup plus larges. On discute vraiment du projet dans son ensemble plus que vraiment chaque point de la charte. Voilà pour ce premier retour d'expérience.
Je ne sais pas si j'enchaîne avec l'autre et on prend des questions ensuite. Si, avant de repartir en Bretagne pour le deuxième retour d'expérience, on peut voir s'il y a déjà des questions et puis si on n'a pas, on peut enchaîner. Je vous invite comme tout à l'heure, à lever la main si vous avez envie d'intervenir à l'oral ou bien à la poser à l'écrit. Mais sinon, je ne vois pas de main qui se lève. Donc je te propose de continuer, Marie. Ouais. Tac, je rebascule. Voilà. Le deuxième retour d'expérience, il porte sur une échelle plus large, puisque c'est à l'échelle d'une communauté de communes, la communauté de communes de l'Ef Armor, dans les Côtes d'Armor, qui, dans le cadre de la définition de son schéma directeur des énergies renouvelables, a demandé à ce qu'une convention citoyenne soit mise en place. Pour que cette convention citoyenne, en fait, la volonté des élus, c'était d'associer les habitants à la définition de la stratégie territoriale de déploiement des énergies renouvelables, et donc que les habitants viennent travailler en amont des élus sur la façon dont c'était acceptable pour eux en tant qu'habitants que se développent les énergies renouvelables au sein de la collectivité. Donc, je vous ai juste remis le planning global en fait de la démarche pour montrer qu'en fait on a d'abord fait la phase de diagnostic et puis ensuite la convention citoyenne elle a travaillé pendant 6 mois. Donc pendant ces 6 mois-là, le schéma et le travail avec les élus a été mis entre parenthèses pour vraiment laisser le temps aux citoyens de travailler, s'approprier les choses et ensuite pour que leur avis puisse être réellement pris en compte par les élus dans la suite de la définition du schéma. La convention, elle a été constituée par tirage au sort. Donc, l'objectif, c'était qu'il y ait des représentants de chacune des communes de la communauté de communes qui soient au sein de cette convention citoyenne. On n'a pas tout à fait un représentant par commune. On a une quinzaine de citoyens qui ont participé tout au long de la démarche. Tu peux passer à la suite. Le mandat, du coup, qui était donné à la Convention, c'était de définir les conditions et de formuler des propositions pour le déploiement des énergies renouvelables. Et ils avaient, du coup, 6 ateliers pour le faire. Et dans un objectif, il y avait 3 phases finalement dans ces ateliers-là. Une phase de formation et d'information aussi, où ils avaient accès au diagnostic de potentiel qui avait été réalisé, et puis aussi accès à différents experts pour pouvoir poser leurs questions, pour bien comprendre le fonctionnement et comment se déploient les différentes énergies renouvelables. Ensuite, un temps de débat entre eux pour qu'ils puissent définir quels étaient les enjeux selon eux. Et puis ensuite, une phase de formulation de propositions plus concrètes et qui s'appliquent au territoire. Les attendus, je viens un peu de les évoquer pour la convention. Par contre, du côté des élus, il y avait aussi des engagements qui avaient été pris. Et l'ensemble de ces engagements, à la fois de la part des conventionnés et de la part des élus, s'est traduit par la signature d'une charte en fait entre toutes les parties. Et donc, les engagements qu'avaient pris les élus au démarrage, c'était de prendre en compte en fait les propositions qui seraient faites par les citoyens pour alimenter leur plan d'action et la définition de la stratégie. Donc c'est pour ça qu'on avait ce temps vraiment dédié au travail de la convention. Et surtout en fait, c'était de donner un temps pour que les conventionnés puissent en direct venir proposer et expliquer les propositions qu'ils avaient formulées. Les élus, ils ne s'engageaient pas à reprendre l'ensemble des propositions telles quelles. Par contre, ils s'engageaient à avoir vraiment ce temps de dialogue avec les citoyens, à intégrer certains citoyens dans la suite de la démarche de définition du schéma directeur. Et surtout, quand il y avait le rejet d'une proposition, à expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne la retenaient pas. On peut
passer. Là, j'ai mis juste un exemple sur une filière. Donc là, c'est la filière du bois énergie pour rendre un peu plus concret comment les choses se sont traduites. En fait, les citoyens se sont vraiment exprimés à la fois sur un objectif de production global, donc à partir du diagnostic de potentiel qui avait été réalisé. Et après, ils ont défini des objectifs qu'on a appelés des objectifs de qualité. Donc à la fois des objectifs de qualité environnementaux, des objectifs de qualité en termes de gouvernance. Comment est-ce qu'ils pensaient que c'était le mieux que ces filières soient développées, par quels acteurs, la place un peu des différents acteurs potentiels, et puis des objectifs de qualité économique aussi sur chacune des filières. Sur l'avis, en fait, enfin, ce qu'en retirent les citoyens et comment est-ce qu'ils ont vécu cette démarche-là. Au départ, pour certains, ils ont été... ils ont un peu eu peur parce que c'était des sujets qu'ils voyaient comme complexes et beaucoup d'informations à intégrer au démarrage, en fait, et aussi une légitimité finalement à construire, à se construire pour collectivement, pour se sentir à l'aise avec le fait de devoir de produire un avis qui alimentera la réflexion des élus. Mais une fois dépassé en fait un peu ces blocages de départ, ils ont trouvé que c'était une démarche de territoire qui était riche, intéressante et enrichissante, et qu'il y avait aussi un côté démocratique. Finalement, ils comprenaient mieux aussi le fonctionnement de la communauté de communes. Ils avaient un accès direct à comment sont prises les décisions, comment se construisent les décisions en son sein, et ils se sont sentis chanceux d'avoir pu participer à cette réflexion-là. Et ils ont une volonté de faire perpétuer finalement le collectif qu'ils ont constitué en 6 mois pour continuer à travailler auprès des élus, au sein de la communauté de communes, et puis eux aussi de leur côté. La communauté de communes, de son côté, si on peut passer ce qu'elle en retire, c'est une légitimité qui est vraiment renforcée finalement pour pour le schéma qui va en découler, qui sera validé. Il est toujours en cours de définition, mais on sent quand même que le fait de pouvoir s'appuyer sur les propositions de la Convention, les élus se sentent aussi moins seuls finalement à décider, à avancer sur ces réflexions-là. Les habitants et les conventionnés ont eu aussi le temps d'être formés. Ils connaissent bien le territoire sur lequel ils vivent. Et du coup, voilà, ces propositions-là, les élus savent qu'elles ont été construites, qu'elles sont adaptées au territoire, plus que par exemple celles que nous, en tant que bureau d'études, on pourrait formuler dans une démarche classique. Et du coup, on a une vraie complémentarité entre le rôle des citoyens et des élus dans cette démarche, et qui vient aussi finalement pallier parfois à un contexte de surmobilisation des élus, où les élus ils doivent intervenir sur plein de sujets différents. Ils n'ont pas forcément le temps de beaucoup s'investir sur tous les sujets. Et du coup, cette convention, elle est venue faire ce travail-là, un peu de défrichage au démarrage, et elle apporte des choses vraiment concrètes et adaptées au territoire tout de suite aux élus. Et puis, ce qu'ils voient aussi, c'est que ils vont pouvoir mener un travail main dans la main en termes de diffusion pour la suite et de ce schéma, avec des citoyens qui seront ambassadeurs, le fait d'avoir participé à sa construction aussi. Et nous, en tant que bureau d'études, en fait, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est le tirage au sort qui a permis d'avoir des participants qui n'étaient pas juste des initiés ou des militants pro-anti. On a vraiment une représentation variée en fait des profils, des gens qui n'y connaissaient rien, d'autres qui étaient militants, d'autres qui étaient anti certaines énergies. Mais finalement, ce collectif et ce tirage au sort, il a permis de garantir un peu la pluralité des avis.
Et puis, en fait, c'est un vrai soutien aussi pour nous en tant que bureau d'études d'avoir ces citoyens qui se sont emparés du sujet. Parce que du coup, ils sont en appui aussi dans l'animation de la suite de la démarche. Ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin quand même pour que ça fonctionne d'avoir un soutien de l'ensemble des élus, que tous les élus se sentent à l'aise avec la démarche et qui s'engagent aussi, enfin que ce soit un engagement sincère, qui soit présent au démarrage pour lancer la démarche, mais ensuite qui sache aussi s'effacer pour laisser le temps aux citoyens de travailler. Donc voilà, il y a cet équilibre là à trouver et là ça s'est plutôt, ça s'est même très bien passé. Voilà, je pense que je l'ai déjà dit, du coup, les suites, donc le schéma est toujours en cours de définition, mais on voit que quand même les propositions, elles sont assez largement reprises ou retravaillées à la marge par les élus. Et on a un collectif citoyen, du coup, qui est en cours de constitution pour porter des projets aux côtés de la collectivité. Donc, c'est assez chouette aussi de voir cette envie de projet concret qui découle de cette démarche. Eh ben, merci pour ces deux témoignages. On peut revenir un petit peu en arrière puisqu'il y a une question d'Arnaud sur le projet de Plécéol. Des membres du comité de suivi remettent-ils en question l'opportunité du projet de Plécéol? Alors oui. Oui, clairement. Certains sont vraiment très, très opposés au projet. Néanmoins, en fait, le fait que la mairie ait réaffirmé son soutien au projet, c'est revenu, enfin, c'est une chose. Et finalement, en fait, maintenant, le projet, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, le projet, il est aujourd'hui en instruction. En fait, certaines personnes qui étaient très opposées et qui remettaient en cause l'intégralité du projet, aujourd'hui, elles se sont résignées, entre guillemets, en disant, bon, en fait, le projet, il va se faire. Et du coup, profitons quand même de ce comité-là pour discuter et être sûr que certaines de nos demandes, elles soient bien prises en compte. Donc, voilà. il y avait des questions sur l'opportunité et ça a évolué au fur et à mesure de la démarche. Il y a une autre question qui est arrivée de Simon Bellec. Dans le cadre de l'identification des zones d'accélération d'énergie renouvelable, est-ce que la Convention citoyenne a facilité l'identification de leurs zones? Est-ce qu'ils ont eu plus de retours lors des consultations du public dans les différentes communes? Je ne saurais pas dire et je ne suis pas sûre que la démarche sur les zones d'accélération soit totalement terminée. En tout cas, c'est sûr qu'ils s'appuient dessus, mais de ce que j'en sais, la démarche n'est pas totalement terminée sur les zones d'accélération et du coup, je sais pas ce qu'il en est de la participation citoyenne au sein des communes dans ce cadre-là. Je sais que certains citoyens ont déjà prévu d'aller voir leurs élus communaux en disant bon, comment ça se fait que tu n'es pas plus présent aux réunions sur le schéma directeur et qu'est-ce qu'on peut faire dans la commune pour faire avancer les choses. Mais spécifiquement sur l'identification des zones d'accélération, j'ai pas de retour particulier là-dessus. Il nous reste 10 minutes là dans le temps imparti pour continuer à échanger avec Lucie, Marie, ou si dans les participants et participantes, vous avez des retours d'expérience intéressants aussi sur ce sujet-là à partager. Faut pas hésiter, c'est le moment. J'avais une autre question qui arrive. La légitimité de la Convention citoyenne a-t-elle évolué?
Des élus ou des citoyens l'ont-ils remis en question, arguant que leur représentativité est limitée, que ce sont finalement peu de citoyens qui se sont exprimés? Question de Arnaud. Ouais. Non, il n'y a pas eu à ce stade, il n'y a pas eu de remise en question de la légitimité de la convention. Et les citoyens, en fait, cette légitimité, elle s'est construite au fur et à mesure de la démarche, parce qu'ils se sont vraiment investis, ils se sont formés, ils ont travaillé les questions, et donc aujourd'hui, ils se sentent légitimes à en parler sur leur territoire. Mais il n'y a pas eu pas de remise en question, non. Et les élus sont plutôt, finalement, le point un peu, c'est pas un point négatif, mais un point d'attention qu'on pourrait avoir, c'est que finalement, il y a un peu un déséquilibre qui s'est créé entre les citoyens qui ont vraiment eu beaucoup de temps pour. Voilà, ils ont eu 6 ateliers, ils ont eu le temps de creuser le sujet et de se l'approprier. Et les élus qui, en face, n'ont pas forcément eu ce temps-là. Et c'était un choix, hein, mais du coup, on a un peu un déséquilibre qui s'est créé. Et l'idéal, ce serait qu'on ait 2 démarches parallèles, une convention citoyenne et des élus qui fassent le travail en parallèle, qui aient autant de temps les uns les autres et qui viennent croiser ensuite leur retour. Mais ça, c'est dans un monde idéal avec des élus qui ont des journées de 48 heures. Et Ouais, dans tous les cas, dans les 2 témoignages que tu as pu faire et dans les éléments que Lucile a pu apporter, on voit bien que la concertation, c'est quelque chose à la fois qui ne peut pas s'improviser, qui mérite d'être planifié, d'être accompagné aussi par des gens dont c'est le métier et qui peuvent apporter leur expertise et adapter aussi en fonction du contexte territorial. Euh, Avec ton regard et ton retour d'expérience pour les collectivités qui nous écoutent, quels seraient tes conseils peut-être et voilà, si tu as un message à faire passer en particulier? Eh ben, le message que j'aimerais passer et que je fais souvent passer aussi aux porteurs de projets, c'est qu'en fait, déjà, il n'y a pas de truc idéal. Il n'y a pas de démarche qu'on prend d'un territoire et qu'on réapplique tel quel sur un autre, ça ne marche pas. Il faut vraiment adapter les choses au contexte de chaque projet, de chaque territoire. Et souvent, quand on démarre une réflexion sur la concertation, on démarre des outils, mais c'est un peu ce que disait Lucille tout à l'heure. On se dit, ah, c'est super chouette, on va faire une convention parce que sur tel territoire, ça a super bien marché. Mais en fait, pour moi, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on veut faire une concertation? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les problématiques qu'on rencontre? Et à partir de là, et c'est quoi le contexte aussi local? Et à partir une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on met les outils en face. Il faut pas, la convention citoyenne, c'est un outil, et un comité de suivi, c'est un outil, une réunion publique, c'est un outil. Et en fait, souvent, on prend la réflexion à l'envers, on part des outils et on se dit, bah tiens, c'est vrai que ça, c'est pas mal, on va le faire. Mais ça ne vient pas forcément répondre aux besoins qu'on a. Et du coup, vraiment, le message principal, c'est adapter les choses au contexte. Et ensuite, on vient construire les outils qui sont adaptés. Mais d'abord, réfléchir à ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, ce sur quoi vous voulez interroger, qui vous voulez interroger. Et ensuite, on réfléchit aux outils. Et peut-être juste pour compléter ce que Marie est en train de dire, de ne pas rester bloqué sur un outil. C'est ce que j'essayais un peu de faire passer. Mais par exemple, si vous mettez en place des réunions publiques ou des ateliers et qu'en fait, il y a peu de mobilisation, rien n'empêche de se dire, on avait prévu de continuer à faire des ateliers, mais en fait, ça marche pas. Donc, on va aller regarder quels autres outils peuvent faire en sorte qu'on atteigne notre objectif. C'est-à-dire, par exemple, si votre objectif, c'est d'avoir des gens que vous n'auriez pas forcément eu et qu'en fait, ils viennent pas à votre atelier, peut-être se dire, bon, la prochaine fois, on se déplace, on va faire quelque chose en extérieur, dans un quartier, de réorienter vos formats pour atteindre votre objectif et pas de rester bloqué sur l'outil
parce que c'est pas l'outil au final qui compte, c'est l'objectif à atteindre. Autre question qui est arrivée de Thomas. Combien ça coûte en fonction des ambitions que l'on peut se donner? Est-ce qu'il y a une fourchette de budget que vous auriez en tête, toutes les deux? Je ne sais. Alors, sur Plessé, il n'y a pas de. À ma connaissance, il n'y a pas de budget particulier pour le comité de suivi, à part peut-être un budget boisson cacahuètes. Parce que ce sont uniquement des bénévoles. Enfin, voilà, la mairie, elle intervient. Enfin, ce sont des élus et des bénévoles et des riverains qui interviennent. Donc, et il n'y a pas. C'est la mairie qui joue ce rôle de tiers, donc il n'y a pas de budget particulier à ma connaissance sur ce comité. Et sur la convention de l'œuf Armor, je sais plus, mais je dirais de manière générale, il faut entre, je sais pas, 10 20 000 euros sur une démarche un peu conséquente, quoi. Ouais. J'aurais dit un peu la même chose. Je pense que en dessous de 10 000 euros, c'est difficile. Enfin, en tout cas, si vous voulez faire appel à un cabinet extérieur ou en tout cas un tiers facilitateur qui est professionnel, c'est compliqué d'avoir quelque chose. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de l'ambition qu'on donne à la démarche et du nombre de formats qu'on veut déployer, du nombre de temps, du nombre de publics qu'on veut aller avoir. Plus on va avoir une démarche qui cherche à avoir du monde, à aller vers, bah, plus ça va potentiellement coûter du temps. Et du coup, si c'est pas votre temps à vous, mais le temps d'un tiers extérieur, bah, ça va coûter de l'argent. Après, peut-être un truc aussi à redire quand même, c'est qu'une concertation, c'est pas forcément besoin de. Enfin, ça peut être assez simple dans les outils qui sont déployés. Il n'y a pas besoin d'avoir des super outils numériques ou des réunions très interactives avec plein d'outils de partout pour que ça fonctionne bien, parce qu'au final, c'est plus la posture, le cadre que vous donnez au départ qui est important plus que un outil très construit ou le dernier outil numérique à la mode. C'est pas tellement ça qui va compter, c'est plus la posture dans laquelle la personne qui va aller récupérer le dialogue et ce que les gens ont à dire qui est importante. Donc ça coûte de l'argent parce que ça demande du temps, mais ça ne demande pas forcément un budget faramineux. Oui, et voir souvent les choses les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux et avec le plus de public, en fait. Le papier, le dialogue, c'est souvent ça qui fonctionne le mieux. Les outils numériques, ça sert dans certains contextes, mais pas dans tous. Et voilà, on peut faire simple. Par exemple, juste pour peut-être sur une des photos que j'ai montrées tout à l'heure, il y avait une grande bâche du territoire en extérieur. Et ça, en fait, c'est pas compliqué du tout, dans le sens où il faut juste une vue aérienne de son territoire. Et franchement, pour l'avoir déployé dans de nombreux sujets, ça marche toujours très bien parce que les gens sont très curieux et du coup, ils viennent discuter. Et au final, c'est plus enfin, juste la bâche, on l'a réutilisée après à tous les ateliers. Ça nous a coûté un petit coup au démarrage, mais après, en fait, c'était plus, bah, il y avait nous, on était là pour échanger avec les gens, mais il n'y avait pas besoin de tellement plus que, on va dire, un point d'appel qui donnait envie de venir dans un premier temps, quoi. On arrive au terme là du webinaire. À moins qu'il y ait une autre question de dernière minute, Ouais, on va pouvoir. il y a une dernière question. Est-ce qu'il existe une grille conseil j'ai sur quelle concertation pour quel projet ENR avec les outils et les coûts de temps? Ben, de notre côté, non. Enfin, du coup, c'est un peu ce qu'on disait, ça se construit en fonction du contexte et de chaque projet, parce que même sur un projet éolien ou un projet chaleur, enfin sur 2 projets de réseau de chaleur, on ne va pas faire la même concertation en fonction du contexte.
Donc, Il y a le guide que tu citais, Lucille, qui peut apporter peut-être des éléments Oui. plus de cadrage général, mais Mais au final, qui sont utiles pour n'importe Oui. quel projet, parce que ce que je disais, en fait, les outils qu'on peut déployer, bah, en fait, ça va être les mêmes sur n'importe quel sujet. En fait, ça reste des outils pour aller voir du public et des parties prenantes. Il n'y a pas, il y a pas une solution magique qui est consacrée au projet ENR, en tout cas pas à mon sens. Et du coup, c'est comment on prend tous ces outils pour Enfin, en fait, après, ça demande de se les réapproprier pour savoir comment je les utilise pour les adapter à mon contexte, qu'est-ce qui va marcher chez moi et qu'est-ce qui va marcher en fonction du temps que j'ai. Et donc, en fait, ça n'existe pas vraiment, mais c'est vrai que ce guide-là, ça permet aussi d'avoir au moins un grand panorama de tout ce qui est possible. Et après, il faut piocher dedans en fonction de ce qu'on a le temps de faire, de ce qu'on est en capacité de faire et de ce qui va mieux répondre à ses besoins. ok. Eh ben, merci beaucoup à toi, Lucille, et à toi, Marie, pour vos précieux témoignages. De toute façon, s'il y a des questions qui viennent après, vos contacts seront dans la présentation qui sera envoyée à tous les participants et toutes les personnes qui se sont inscrites. Et le lien aussi de revisionnage sera disponible. Donc voilà, juste, on est en train d'essayer de monter un module justement de formation sur la concertation. Donc on pourra aussi vous tenir informé de ça si le sujet vous intéresse pour un peu le creuser. Et toujours s'appuyer sur des retours d'expérience. Donc voilà, on pourra vous tenir informé de ces avancées. Et il me reste juste à vous remercier pour votre participation et à vous dire à bientôt et une bonne journée. Merci à tout le monde. Merci.